Quand on décide de faire en France, c'est un putain d'acte militant. C'est un acte militant et c'est un acte vrai. Comment est-ce que tu rencontres Arnaud Montebourg et que tu lui dis je vais prendre la gestion de ta marque? Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas loin. J'ai instauré un bot dans la boîte qui s'appelle Léonard, qui nous fait des rappels de sources Slack, etc., de différents sujets, d'approvisionnement, de stock. Numéro 1, validé, facile à mettre en place. Enfin, facile. Quand tu sais bidouiller un peu après, il y a peut-être des gens qui vont le regarder, qui vont dire facile, les gars, non. De réussir à shooter tous ces produits-là, ça prend un temps fou, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, on est en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour justement aller prendre une photo juste de la matière et aller l'appliquer sur la veste de travail. Ce qui permettrait d'éviter de prendre toutes les vestes de travail en photo. C'est bon pour toi? Ok, super. Bonjour Martin. Bonjour Morgane. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ok, super. Eh ben écoute, moi ça me fait plaisir de te retrouver après ces longues années. Ouais, c'est clair. On s'est connus. On était en incubateur ensemble il y a 5 ans. On faisait le calcul avant, 4-5 ans. Au tout début de ce qu'on faisait en fait. Au tout début de nos activités, chacun de notre côté. Ouais. C'est impressionnant. Donc toi, tu as bien évolué. On va en parler. Mais avant ça, peut-être, vas-y, raconte-nous ce que tu faisais à l'époque il y a 5 ans et ce que tu continues à faire maintenant. Je crois que tu as même accumulé quelques autres trucs en plus. Vachement sympa. Vas-y, parlons. Exactement. Donc moi, Donc je suis lyonnais d'origine, j'ai grandi à Lyon. Ah, comme moi, mais je ne savais pas. Okay. En banlieue lyonnaise, j'ai fait toute ma scolarité à Lyon. Donc, moi aussi. Et puis après, pour les études, j'ai fait une école d'ingénieur à Paris, au sud de Paris, qui s'appelle l'ICAN, qui est une école généraliste où on apprend un petit peu à tout faire pendant 5 ans et où j'ai eu l'expérience de faire pas mal de choses. Je suis parti en Inde, notamment 6 mois. Je suis parti en Colombie 6 mois. J'ai fait un road trip en Amérique du Sud pendant 4 mois à voyager un peu partout. Donc ça m'a permis de vraiment... De découvrir plein de choses, de vraiment grandir. Et puis après, à la suite de cette école, une fois que j'étais diplômé ingénieur, je me suis dit, j'aimerais bien me lancer dans quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là que me lancer dans un projet entrepreneurial, lancer un projet qui me tient à cœur. Et c'est à ce moment-là le père d'un pote m'a présenté un atelier qui est dans le 11e arrondissement, qui fabriquait à l'époque les mallettes des pilotes Air France, des grosses mallettes en cuir, un peu épaisses, avec voilà, vraiment les coutures apparentes. C'est plus des produits qui sont de la sellerie que de la maroquinerie. Et eux, ils fabriquaient pour les professionnels, mais ils fabriquaient pas pour monsieur tout le monde. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est un produit qui est fabriqué localement. C'est des produits qui sont robustes. C'est des produits qui sont fabriqués juste ici. Allons-y, créons une marque. Et c'est comme ça que j'ai lancé donc Valet de Pique il y a maintenant 6 ans. En reprenant du coup un premier modèle d'une mallette de facteur qu'on a remodernisé, qu'on a rendu utilisable au quotidien, et donc voilà, c'est comme ça qu'est née la marque Valet de Pique. Et donc aujourd'hui, Valet de Pique, vous faites principalement de la mallette, vous faites plus de choses maintenant. Et maintenant, on a bien grandi. Au début, donc on faisait un peu plus de l'homme, des sacs pour hommes. Et puis petit à petit, on s'est agrandi. On a lancé des sacs à main, notamment, qui marchent très bien. Et voilà, les sacs à main ont repris un peu le relais sur les produits hommes, même si on les garde quand même. Mais voilà, on a continué à développer la marque, toujours en gardant cette âme de sellerie. Donc vraiment avec ces cuirs épais. Donc tous les savoir-faire qui sont liés à la fabrication d'une selle de cheval. Donc pour ça, on s'est rapproché d'un atelier qui est vers Biarritz, qui eux étaient spécialistes de fabrication de selle de cheval, et donc où on reprend tous les codes de la sellerie, donc avec les coutures apparentes, les bords francs qui sont à la main, et puis voilà, pour faire vraiment des produits qui soient élégants, assez épurés, assez simples dans leur fonction, etc. Et qui soit conçu pour durer. Le but de la marque, c'est de faire des produits qui soient conçus pour durer toute une vie et donc qu'on puisse transmettre de génération en génération, que ce soit des produits qui soient beaux, élégants et qui soient aussi le plus durables possible. Alors, avant de passer à la suite, je te demande tout de suite, comme ça c'est fait, pourquoi Valet de Pique ? Et alors, Valet de Pique en référence à un outil qui s'appelle un valet, qui est une grosse pince en bois qui permet de tenir 2 pièces de cuir ensemble, de se libérer les mains. Okay. Et ensuite, on vient piquer le cuir avec une alène et on vient rassembler les 2 pièces de cuir ensemble. Donc,
en référence à l'outil, le valet, et au geste de piquer le cuir. Et donc voilà, un petit jeu de mots avec le jeu de cartes. Ok. Et donc voilà, valet de pique est né comme ça. Bon, tu l'as dit un petit peu là entre les lignes. Donc, tu as un premier atelier à Biarritz, si je dis pas de bêtises, c'est ça? D'abord, le premier était à Paris, après à Biarritz. Et puis maintenant, on travaille avec un autre atelier qui est vers Nantes. Donc 3 ateliers, des savoir-faire qui sont légèrement différents, mais globalement ils sont tous maroquiniers selliers, donc vraiment sur ce savoir-faire sellier, donc historiquement de la fabrication de selles de cheval, qui est légèrement différente que le savoir-faire de la maroquinerie classique avec des cuirs un peu plus fins. Nous on vient travailler sur des cuirs un peu plus épais, et puis voilà, avec les coutures apparentes, enfin voilà, des différents codes de la sellerie qui sont mis en avant là-dessus. Ouais. Bon, mais le fil entre tout ça, entre ces 3 que je vois, c'est qu'ils sont tous en France. Et donc voilà, et donc tout ça, c'est fabriqué en France, et on est fiers de fabriquer en France. Ça, c'était quand je me suis lancé, je me suis donné le défi de rendre durable. De rendre désirable la mode durable, de se dire ouais, en fait il y a plein de produits dans la mode, il y a plein de voilà de marques avec des valeurs, etc. Et nous notre combat et notre mission de boîte, c'est de se dire ok, il faut que on réussisse à rendre la mode durable, désirable. Et donc qu'est-ce que c'est une marque de mode durable? C'est une marque qui fabrique localement, qui fabrique des produits qui sont où on va pas inciter à la surconsommation, on va se raisonner, acheter moins mais mieux, acheter des produits qui soient plus qualitatifs, plus avec des produits qu'on va garder, où on va pouvoir vraiment apprécier son objet qu'on a avec soi et vivre avec, évoluer avec, et que le sac va évoluer avec, et après entre-temps, j'ai repris aussi une autre marque de vêtements dont on parlera un peu plus tard, mais Soubac, où là, voilà, c'est de mettre en avant les circuits courts, l'upcycling, de reprendre les matières des maisons de luxe et en tout cas de créer cet écosystème vertueux, et de travailler pour le rendre désirable, donc pour changer en fait petit à petit les mentalités et de se dire il faut qu'on change nos mentalités. Et donc c'est à nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs de marques, que designers, etc., d'insuffler cette mentalité là et de le rendre au public, au plus grand nombre, quoi. Je peux te demander, ça vient d'où ce combat? Est-ce que y a quelque chose de très vieux là-dedans, ou est-ce que tu l'as découvert et tu t'es pris de passion? Ça vient d'où? Je pense que c'est un peu éducationnel, c'est le sens aussi de se dire ok, on fait des choses vraies, des choses où on se sent bien, où c'est vrai en fait, où simplement ça semble logique de pas acheter 50 sacs à main et de pas acheter 600 t-shirts dans une vie ou 1000 t-shirts dans une vie parce que on a besoin de toutes les couleurs tout le temps, etc. De se dire en fait on vit en vérité, on vit vraiment dans la vérité, dans ce qu'on est, et de voir en fait toute la surconsommation, toutes les catastrophes écologiques, toutes les catastrophes aussi sociales, de tous les emplois qu'on entend à droite à gauche dans des reportages où on voit les gens travailler dans des conditions absolument exécrables. On se dit ok, il y a un truc qui tourne pas rond, c'est pas vrai comme situation. Le monde, on est dans le m'as-tu vu, dans le faux, dans le surparaître. Il faut réussir à changer ça. Et donc c'est tous ces petits cheminements qui font venir, qui disent ouais, ok, il faut réussir à améliorer le monde, et il faut réussir à faire évoluer tout ça. Et donc voilà, donc c'est comme ça que petit à petit c'est venu, et puis après moi c'est comment moi en tant que Martin, en tant que fondateur de Valet de Pique, en tant que simplement
personne humaine, comment j'arrive à faire évoluer le monde, à changer un peu, à impacter le monde pour le faire évoluer petit à petit. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi cette aventure et ce combat. Bon, ça c'est un discours bah, voilà, dans lequel j'évolue, dans lequel j'adhère aussi, bien évidemment. Mais je sais ouvrir les yeux, je vois ce qui se passe. Donc j'ai plusieurs questions par rapport à ça pour toi. Là, par exemple, encore ce matin, j'ai vu que Amazon lançait Haul, un espèce de concurrent à Temu alors, ils en ont rien à foutre de leur de tout ce que tu viens de dire, hein, d'un cercle vertueux, tout ça, machin. Pourquoi ils en ont rien à foutre? Parce qu'il y a des gens qui vont acheter. Ouais. Il y a une clientèle en face. Aujourd'hui, tes clients, est-ce que tu sais pourquoi ils se tournent vers toi, ils se tournent vers le Made in France? Est-ce que c'est un achat militant? Est-ce qu'on est encore au stade de l'achat militant? Est-ce que, comme tu disais, on est sur l'achat désirable parce que ton produit est beau et qu'il leur plaît? On en est où par rapport à tous ces défis du Made in France en fait? Nous, nos clients, ils achètent parce que les produits leur plaisent. Parce que les produits leur plaisent, parce qu'ils les trouvent sexy, beaux, élégants, parce que ça dégage des valeurs, des valeurs qu'ils ont envie de dégager, et donc parce qu'ils se sentent fiers de le porter, parce qu'ils se sentent, on se sent beau ou belle avec ce produit, et c'est ça. Tout le combat, c'est le but, et moi je me suis jamais, le but c'est pas de faire une marque engagée où on revendique, où nos clients achètent parce que faut acheter français. Non, le but c'est que les gens achètent parce que ça leur plaise et parce qu'ils se sentent bien avec et parce qu'ils trouvent du sens. Et ensuite, petit à petit, ils ont acheté. Et le plus de ça, c'est de se dire, ils ont acheté des produits qui leur plaisent, ou avec lesquels ils vont dégager des valeurs qui leur plaisent. Et en plus de ça, ils vont se dire, en plus c'est une mode de consommation qui est raisonnée. En plus, ce produit-là, en fait, je vais le garder. Il est génial. Il suce beaucoup moins vite que d'habitude. En fait, il est génial. Il est toujours à la mode dans 2-3 ans. J'arrive à le porter, etc. Donc, je continue de le porter et ça, c'est génial. Et là, j'ai réussi mon combat parce qu'en fait, j'ai réussi à rendre un produit durable, désirable. Et donc, on fait avancer les choses. Et donc, peut-être que cette personne va évoluer petit à petit dans sa consommation et évoluer sur le fait qu'elle achète un peu moins. Après... C'est un combat qui est gigantesque, hein. On a tous conscience de ça. Nous, on est minuscules, donc évidemment face à Amazon et tous ceux qu'on connaît, Temu et compagnie, on est tout petit, donc c'est un petit impact. L'idée, c'est de changer les mentalités petit à petit. Donc, c'est de le faire évoluer, de se dire, acheter durable, en fait, ça peut être vachement beau, et de se dire d'ailleurs l'inverse, de dire, ce produit, il est joli, il me plaît, et d'être meilleur que tous ces concurrents qui fabriquent à l'autre bout du monde, et de se dire, OK, on va réussir à faire un produit qui est encore plus beau, encore plus désirable. Et en plus de ça, on a un produit qui est fabriqué localement. Est-ce que tu as des problématiques liées au coût du Made in France? Moi, je suis assez atterré de voir que, on n'arrive pas à, correctement, soit créer un beau tissu industriel, soit subventionner le tissu industriel correctement pour réussir à faire des produits non pas à bas coût. Mais, je vais visiter des ateliers, je vais voir des ateliers, ils m'annoncent des prix, c'est pas de leur faute, c'est normal, c'est leur prix. Mais je me dis, forcément, face à l'Europe de l'Est, où tu vas encore un peu plus en Asie, c'est compliqué, quoi. C'est clair qu'on ne se bat pas du tout dans la même échelle. Fabriquer en France, c'est un choix difficile. C'est un choix de conviction, c'est un choix de sens, etc. Mais c'est pas du tout un choix économique, hein. Ça serait 1000 fois plus économique de fabriquer déjà à côté de chez nous en Italie, ou au Portugal. Bien sûr. Ça serait beaucoup plus économique. Et puis on n'en parle même pas de fabriquer en Chine parce que ils fabriquent très bien.
honnêtement, des produits qui sont dans certains ateliers en Chine qui sont vraiment très qualitatifs. Ça, je suis content que tu le dises, parce que je veux pas faire la promotion de la Chine, c'est pas l'objectif, mais tu as raison. En Chine, bien sûr, tu peux avoir tout plein de trucs, faut pas regarder, c'est horrible, mais tu peux avoir de très beaux ateliers en Chine, tu vas payer un poil plus cher que le reste, mais ça restera toujours ultra compétitif, et tu peux sortir de la belle pièce de Chine, il y a des beaux ateliers en Chine. Et honnêtement, ils ont un savoir-faire qui est excellent. Ouais. En tout cas, même sur la maroquinerie et sur d'autres produits, ils font vraiment des produits on est d'accord. Tout à fait. C'est pas tous les ateliers, comme tu dis, hein, mais certains ateliers, c'est hallucinant. Ouais, c'est des produits limite qui sont mieux faits que dans certains de nos ateliers en France. Donc quand on décide de faire en France, c'est un putain d'acte militant. C'est un acte militant et c'est un acte vrai. Ouais. Se dire, ok, je suis dans la vérité, j'ai ce truc j'ai un produit qui est là, qui a du sens, qui est local, qui fait vivre des personnes sur le territoire français, qui socialement c'est quelque chose qui est censé, quoi, qui est juste ici. Donc ouais, je me sens mieux avec ça. Donc j'espère que nos clients aussi se sentiront mieux avec un produit comme ça. Ce qui n'est pas vraiment le cas forcément, parce que en tout cas, c'est pas le premier acte d'achat. Le premier acte d'achat, c'est toujours le côté design, produit, forme, etc. Mais ça joue quand même un petit peu, et de plus en plus. Donc, j'espère en tout cas que ça joue de plus en plus. Et quand je parle d'acte de militant, c'est surtout de ton côté, parce que tu pourrais avoir un joli produit, tout bien fait, tout ça, en allant, comme tu disais, en Italie ou au Portugal. Non, tu décides de le faire en France. Ouais. Donc, de ton côté, c'est quelque chose qui est important, c'est que je comprends, parce que je fais la même chose avec ma marque, on est aussi en France, donc, alors qu'on pourrait le faire ailleurs. Mais ce qui est quelque chose de difficile, très difficile, et d'ailleurs donc pour les vestes sous bac, donc là on fabrique plus en France parce que en fait c'était trop dur, nos clients étaient pas prêts à se payer ce prix-là, et donc on est parti en Hongrie, et donc on fabrique en Hongrie. Okay. Ouais. Et donc malheureusement on n'a pas réussi d'un point de vue économique à suivre ce combat. Mais c'est intéressant, tu sans trop nous dire si tu veux pas, mais tu peux nous dire pourquoi t'as pas réussi? C'est quoi? C'est le prix, la relation, les exigences? C'était le rapport qualité-prix. Donc pour revenir sur Soubac, donc c'est pour revenir un petit peu en arrière des étapes, etc. Donc moi je me suis associé il y a maintenant 2 ans avec Louise, qui a monté une marque de vêtements prêt-à-porter qui s'appelle Soubac, où on récupère les tissus des maisons de luxe pour en faire des produits qu'on décline à l'infini en fonction de la matière qu'on a dénichée. Donc on a des tweeds, on a vraiment des matières d'exception de toutes les marques, et à chaque fois on fait des séries limitées, on lance 2 produits par semaine, donc des vestes de travail, des manteaux, des trenchs, maintenant on a aussi des pantalons et des chemises, et donc en série limitée, donc c'est 30 exemplaires, donc vous porterez un pantalon que personne d'autre n'a, ou enfin que 30 personnes autres, que seulement 30 personnes ont dans le monde, et puis après des vestes, etc. Et donc on a tout cet ensemble de produits. Et donc, Soubac, au début, on fabriquait en France. Un premier enjeu, c'était en termes de production, c'était de se dire, déjà, c'est assez difficile parce que, comme on fait des petites quantités par tissu, à chaque fois, il y a un petit réglage entre chaque tissu pour régler la machine, parce que c'est pas exactement le même gabarit, c'est pas un lainage qui est un petit peu épais et puis des matières un peu plus fines, ça va pas être exactement les mêmes dimensions, etc. Donc, il y a des petits ajustements. Et donc, tout ça, ça a engendré des coûts un petit peu plus élevés. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que en qualité, si on voulait gagner un petit peu plus en qualité, etc., et les prix commençaient vraiment à grimper très vite. Et puis après, on a eu une deuxième problématique, c'est en quantité. Pour en fabriquer plus, en fait, ça coûtait pas moins cher, parce que mais ça coûtait plus cher. Dès qu'on passait une étape supérieure, ça coûtait plus cher parce qu'on changeait de taille d'atelier. On devait changer d'atelier, qui était un petit atelier où ils arrivaient à optimiser les coûts parce que c'était un petit atelier, etc. Là, on devait passer sur un atelier qui était un atelier plus industriel, donc avec des structures, etc. Où forcément il y avait des coûts un peu plus industriels, etc. qui étaient en place.
Ce qui était logique, enfin pour un produit comme ça. Après, si on passe encore des steps encore au-dessus, ben les prix seraient redescendus évidemment. Mais là, ce gap-là nous a fait ah ouais. En fait, on ne devient plus une marque premium, on devient une marque de luxe et une marque qui est pas ce qu'on est et pas ce qu'on veut être. Et voilà, et on s'est dit, ouais, notre enjeu, c'est de rendre la mode durable, désirable. C'est ça notre combat, c'est ça notre vertu première. Donc, c'est de se dire, ok, bah en fait, on a ce système vertueux d'upcycler les produits, les matières des maisons de luxe qui sont dans des quantités astronomiques où on peut en récupérer énormément. Et puis, c'est vertueux pour les maisons de luxe qui ont ces produits-là et qui sont pas des produits qui vont être jetés ou mis de côté, etc. C'est des produits qui sont réutilisés, réemployés, et donc ça a plein de sens, et c'est ça notre combat sur Soubac, et donc ne voulons pas combattre tout en même temps, et choisissons notre combat de l'upcycling sur Soubac, et donc c'est pour ça qu'on est parti en Hongrie. Bon, mais tu vois, cette problématique industrielle, si on parle un petit peu du sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'IA, j'y crois beaucoup. Alors d'ailleurs, je lance un appel, je cherche vraiment un spécialiste industriel qui peut venir nous parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec l'IA. On va peut-être en parler aussi un petit peu tous les deux, si tu as des idées. Mais je pense, j'ai envie de croire que l'IA peut être une bonne solution à cette problématique industrielle liée à la fabrication de vêtements de manière vertueuse en France. Je pense qu'il y a pas mal de solutions à mettre en place. Je rêverais d'avoir un groupe de travail pour bosser dessus. Donc voilà, c'est un sujet, je pense, qui est vachement passionnant. Avant peut-être d'en parler, juste toi, tu l'as dit au tout départ, tu as un background ingénieur. Tu as vu arriver l'IA comme tout le monde. Alors, l'IA générative, on va dire. L'IA, je pense que dans l'industrie, il y en a depuis plusieurs années, mais l'IA générative, allez, donne-nous un petit peu ton œil sur l'arrivée de l'IA, peut-être dans le monde, ensuite dans la mode. Comment est-ce que tu as vu tout ça? Puis après, on pourra dérouler. Bah écoute, moi je suis un grand geek. Je suis un grand geek depuis toujours en école d'ingé, etc. Donc on faisait déjà des projets, enfin voilà, dans plein de domaines, etc. Donc j'ai toujours, donc dès que l'IA est arrivé, les étoiles dans les yeux, parce que j'adore ça, j'adore ce sujet. Déjà avant le deep learning, etc. J'étais déjà à suivre un peu déjà toutes ces technologies qui se mettaient en place, etc. Et c'est en train de révolutionner complètement tout ce qu'on fait au quotidien. C'est un outil magique et maintenant c'est que le début et la question c'est de savoir comment le mettre au service de notre mission, donc rendre la mode durable, désirable, et donc comment réussir à utiliser ces outils au service de nos entreprises et au service et voilà dans notre quotidien. Mais en effet, dans le monde industriel, des petites révolutions, c'est plus difficile à arriver, ça met plus de temps à arriver. On voit avec nos ateliers, eux, ils en ont à peine regardé. Enfin, c'est un petit peu plus dur à mettre en place. C'est des entreprises qui sont souvent assez vieilles, qui existent depuis assez longtemps, et donc il y a moins cette culture digitale déjà, cette culture de la donnée déjà qui est pas forcément au cœur de l'industrie. Donc c'est aussi à nous d'aller chercher et d'aller mettre tout ça en place pour faire évoluer tout ça. Ouais, il y a plein de sujets à propos de l'IA et de l'industrie. Bon, il y a le sujet de la 3D évidemment, qui était un vrai bon sujet. T'en fais un peu sur tes produits de la 3D, non? Non, nous on fait beaucoup de découpes laser. Découpes laser. Où tout ça, il y a déjà des sujets, parce que donc dans 2 ateliers, on a pour couper nos peaux de cuir. Oui. Donc c'est coupé au laser avec une machine, et donc il y a déjà un travail de
d'aller repérer sur la peau les petites imperfections. Super. Donc aller chercher la petite imperfection, etc. Et donc ça, c'est pour l'instant un humain qui le fait. Ah pardon, j'ai cru que tu disais que c'était déjà fait avec non, l'IA. et donc ça, c'est pas fait avec l'IA. Eh mais il faudrait. Mais il faudrait. Eh oui. C'est des trucs qui pourraient largement avec un scan du computer vision, une petite caméra, exactement. et elle le fait. Ouais, Et ouais. dans plein de domaines et tout ça. Et ça, c'est pas l'IA qui le fait. Mais, okay. mais en fait, globalement, il y a plein de choses mais c'est pas en place, quoi. C'est parce que ça prend un peu de temps de le mettre en place. Mais donc, pour couper le cuir, un peu d'argent surtout. Il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Il faut des projets qui soient quand même assez importants pour pouvoir mettre un peu de budget, etc. et développer ces trucs-là. Mais là, notamment pour ces découpes de cuir, en fait, on pourrait repérer les petites imperfections et puis venir calculer comment positionner son gabarit de sac sur le cuir. Et donc ça permettrait d'optimiser petit à petit quelques centimètres par centimètre quelques matières premières. Et donc ça serait déjà une évolution qui permettrait de faire des belles économies. Ouais. Bon, il y a le point de vue industriel qui est un peu plus complexe, surtout quand on est une petite marque. Mais d'un point de vue opérationnel, toi, comment est-ce que tu as adopté l'IA là déjà dans tes marques, du coup. Toi aussi, t'en as pas parlé, mais parce qu'on parle de mode, mais tu as aussi une marque de miel. Hein. Ouais, exactement. Et on a repris la gestion d'une marque de miel qui s'appelle Bleu Blanc Ruche. Elle existait, tu as... Ouais, exactement. C'est une marque qui a été fondée par un ancien ministre de l'économie qui s'appelle Arnaud Montebourg. Ah putain, c'est sa marque. Un défendeur, défendeur du Made in France aussi. Mais je le voyais sur le salon Made in France. On digresse totalement. Voilà. Ok. Ah, c'est sa marque que tu as repris. Et donc, mais t'es incroyable. Je l'ai repris, mais je suis en gestion avec lui, donc il est toujours propriétaire de la marque, et donc moi je suis le gestionnaire de la marque. Donc c'est moi qui vais gérer notamment toute la partie production, etc., de logistique, approvisionnement, les contacts avec les apiculteurs. Le principe de la marque, c'est qu'on vient soutenir les apiculteurs, on vient les rémunérer un peu plus cher que la moyenne pour leur permettre de développer leur cheptel et ainsi repeupler la France en abeilles. Ok. Attends, on fait juste... on part 1 minute là de digression, après on prend notre sujet, parce que comment est-ce que tu rencontres Arnaud Montebourg et que tu lui dis je vais prendre la gestion de ta marque? Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas loin. Donc on a fait une levée de fonds avec Vallée de Pique et Soubac d'ailleurs, auprès d'un industriel de la maroquinerie qui était ami avec Arnaud Montebourg, et donc on s'est dit et qui nous a présenté et qui s'est dit eux ils sont assez forts en digital pour développer la marque de miel, etc. Nous, globalement, c'est une marque qui nous plaisait pour ses valeurs, Made in France, etc. Et donc, on s'est dit, allez, reprenons-la et assurons la gestion de cette marque de miel. Et donc, voilà, et donc on a repris ça en plus de nos activités. Et ça fait 2 ans maintenant. Ça se passe bien ? Et ça se passe bien, ouais, ça se développe, continue de faire des beaux chiffres. Distribution en ligne, principalement ? Distribution en ligne, on a un petit peu de GMS, donc Monoprix, Franprix, etc. Quelques cadeaux d'affaires, et puis après toujours le salon Made in France où là on a une petite histoire sur le salon Made in France. On s'est fait dévaliser complètement de tous nos miels. Au dernier là, celui c'était dernier, il y a un mois. Là il y a un mois, c'est ça, en novembre. On s'est dévalisé complètement de nos miels. On a dû retourner à Dijon chez notre logisticien pour aller reprendre un stock de miel et revenir sur le salon le lendemain pour vendre. Mauvais calcul des stocks. L'IA aurait pu vous aider à mieux calculer vos stocks. Exactement. En fonction de l'affluence, de la météo, des réseaux sociaux, de tout. Exactement. Ok. Exactement. Mais donc voilà, et puis donc pour tout de suite enchaîner sur l'IA, ces 3 marques, ces 3 projets qui sont bien distincts. En fait, nous, on a besoin de l'IA pour notre quotidien, parce que donc on l'utilise pour l'instant, on l'utilise principalement pour de la productivité. Donc pour gagner en productivité. On n'a pas encore réussi, on a des projets qui sont en cours, etc. Et je t'en parlerai après pour le marketing, pour le design, etc. Mais on n'a pas encore ça dans nos process complètement mis en place. Par contre, en productivité, c'est un gain de temps un peu partout. Moi, j'ai toujours eu cette notion de tout automatiser. Dès qu'il y a quelque chose qui est automatisable, j'automatise donc avec Make ou Zapier, mais Make
bon, voilà, moi, je suis un grand make. Un grand maker. On a des tableaux de partout, etc. Ok. J'ai instauré un bot dans la boîte qui s'appelle Léonard, qui nous fait des rappels, etc. de sur Slack, etc. de différents sujets, d'approvisionnement de stock, etc. Donc tout de suite cette culture d'automatiser un maximum de choses avec Make et donc avec l'intégration de l'IA, notamment générative, donc pour le SAV et donc pour le SAV par exemple, on répond 2 fois plus vite que avant, avec des outils de génération de texte qui reprennent tout l'historique des conversations et qui arrivent à me dire ok, donc là il faut lui répondre ça. Nous on a juste à corriger la phrase et donc ça avec nos 3 boîtes où on a quand même pas mal de SAV, c'est un gain de temps qui est énorme. Donc là concrètement, ça c'est un cas d'usage génial qui est et une facile à mettre en place, une belle porte d'entrée pour commencer à utiliser l'IA. L'IA générative, donc c'est de la génération de texte pour répondre aux clients. Tu reçois un email dans ta boîte SAV. Dans ma boîte SAV, ouais. Sur Help Scout, on est directement un outil de SAV. Ok. Ensuite, tu as une IA, t'es chez qui, OpenAI ou Non, celle-là, on l'intègre directement via Help Scout, qui ont intégré directement ce service. D'accord, ok. Donc eux sont, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT, ouais. ok. Et donc l'IA va récupérer ce message, va aller taper dans la base de données pour aller voir un petit peu vos styles, comment, et puis quel type de réponse faut faire tout ça. Ouais. Elle va vous proposer une réponse dans cet outil-là. Ouais, exactement. Tu fais les corrections s'il y a une correction et t'envoies quoi. Ouais, exactement. Tu mets 80% de temps de moins à faire tes réponses. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc ça nous fait un gain de temps. On a très facile. Très facile. On a 3 boîtes. On a 3 boîtes à gérer. On a quand même pas mal de messages SAV à mettre en place. Et donc ça, c'est un gain de temps énorme. Ça, c'est pour le SAV. Typique. Ce qui nous permet d'être plus attentionné et de mettre plus de détails dans les réponses qui en ont besoin. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire ok, c'est au service du client. Mon colis arrive quand ? Bah ça, c'est facile de répondre. C'est une donnée qui est facile à mettre. Mais un client qui va demander une spécificité sur un cuir, sur un cas très précis, très particulier, etc. Bah là, on va devoir avec ce gain de temps sur les autres réponses, on va réussir à mettre plus de temps sur un client qui a une demande plus spécifique. C'est ça l'enjeu, c'est de réussir à être plus spécifique, à réussir à donner des infos vraiment plus précises, enfin plus attentionnées. Et ça c'est une révolution. Ça, on gagne un temps depuis qu'on a mis ça en place qui est hallucinante. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et c'est ce que je vois systématiquement. Enfin, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, mettre l'IA sur des process trop répétitifs où t'as pas de valeur ajoutée pour pouvoir consacrer beaucoup plus de temps là où t'as de la valeur ajoutée. Donc sur les réponses, comme tu disais, les réponses un peu plus compliquées, ainsi de suite. Ce qui fait que on peut enlever tout de suite une peur. L'IA va remplacer personne, ni même pas dans les SAV, parce qu'en fait, ça va permettre juste à ton SAV de se concentrer sur les tâches là où il a vraiment de la valeur. Là où la valeur, tout ce qui est répétitif, toutes les questions où on a déjà répondu des dizaines et des dizaines de fois, oui, il n'y a pas d'intérêt de retaper le même message, de réécrire, de réexpliquer, etc. Ça, l'IA peut le faire. Mais dans des sujets plus complexe avec ça il y a besoin d'humains et jamais on pourra remplacer ça parce qu'il y a trop de complexité pour que l'IA comprenne tout cette complexité au moindre détail et donc ça nous permet d'être plus qualitatif sur ce qu'on fait. Ok, génial. Cas d'usage numéro 1, super validé. Ah non, mais vraiment facile valide. à mettre en place. Validé, facile à mettre en place. Enfin, facile. Quand tu sais bidouiller un peu, après, il y a peut-être des gens qui vont le regarder, qui vont dire facile, les gars. Non, mais en tout cas, rapide à mettre en place. N'importe quel expert te le met spécialiste de l'IA va te le mettre en place en une demi-journée et c'est terminé. Ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, c'est ce qu'on utilise principalement. Après, ce que j'arrive à mettre en place, donc moi sur mes mails perso, donc pareil, génération de texte, je fais mes petits raccourcis clavier pour parler à l'IA et lui dire, par exemple, corrige les fautes d'orthographe. Je suis un grand dyslexique, donc ça me permet de faire quelques fautes d'orthographe. Donc ça, maintenant, à chaque mail, j'utilise l'IA pour corriger mes fautes d'orthographe, pour traduire directement petit raccourci clavier et je parle à l'IA et je lui dis traduis en anglais.
et puis c'est globalement assez impeccable, donc ça fait gagner pas mal de temps. Donc ça, c'est directement mis en place. Après, là où je trouve que l'IA, où on arrive à avoir des trucs qui sont pertinents et où on arrive à mettre en place, c'est toute la partie recherche dans les PDF. Ouais. Ça, c'est une révolution. Donc, c'est aller chercher une info, un prix, un montant, etc. Donc, nous, on s'est mis en place une base de données de nos documents sur Airtable avec tous nos documents. Et puis, du coup, l'IA sort des informations sur Airtable, du prix TTC, enfin, sur toutes nos factures. Ça sort le prix TTC, etc., le nom, etc., etc. Et donc, ça permet d'avoir... en fait, ça sort le PDF en format texte pour pouvoir ensuite aller chercher plus rapidement les informations, etc. et trier toutes les informations ou dire ok ouais ce client on lui a facturé combien en fait maintenant comme tout est généré tout le temps en continu et mis en place et que ça sort les infos en continu et ben ça on peut trouver l'information très rapidement. Donc ça c'est des petites améliorations mais qui sont super utiles au quotidien parce qu'on gagne un temps mis bout à bout et mis bout à bout et surtout c'est que le début parce qu'en fait là c'est juste on extracte les données mais en fait après on pourrait se dire bah ouais avec ça en fait tout de suite je fais mes tableaux de bord, tout de suite je fais mes trucs, enfin je peux générer des bases de données et des bases de données qui me permettent d'avoir une vision encore plus globale, d'avoir une meilleure prise de décision et puis de réussir à gagner en productivité, etc. Donc ça ouais, ça c'est assez révolutionnaire. Ouais, ce que tu dis, c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a quand même un sujet très important, c'est la data et comment est-ce qu'elle est disponible. Là, tu parles de Airtable, donc des outils qui vont te structurer ta data correctement, ainsi de suite. C'est essentiel quand même tout de suite d'avoir quelque chose de sain dans la boîte et de bien ranger. J'arrive dans une boîte, on me dit bah voilà, ils sont là tous les documents. Hop, t'as une piste, t'as une pile de papier, tu dis ah ouais, donc c'est là, va falloir. Ouais, puis il y en a aussi un peu aux archives. Donc déjà avoir faut mettre en place des process dès le début, même si on n'utilise pas l'IA, de dire ok là je range ça là je classe, je mets mes petites notes de dire à quoi ça sert, à quoi ça correspond, etc. De mettre en place des process de construire ces bases de données un peu partout, c'est clair que c'est essentiel. Aujourd'hui tu as des outils très très simples, tu parles de Airtable, il y a du Notion, il y a plein d'outils très simples où tu peux construire de la base de données, avoir un endroit et ensuite avec des petites automatisations tu peux les connecter très rapidement à n'importe quel type d'IA et ça fait le travail super bien. Et ça permet d'exploiter tout ça assez facilement. Tous ces outils-là, c'est quand même assez révolutionnaire. En plus, maintenant, ils intègrent eux-mêmes des outils d'IA directement. Ils créent des fonctions dont nous, on n'a pas pensé, donc qui sont aussi intéressantes. Et puis, ça bouge énormément. Donc ça, c'est assez chouette, ouais. Vous faites un peu d'IA créative, vous utilisez un peu l'IA créative alors, ou pas? on est sur des projets de réflexion, etc. On n'a pas réussi à mettre ça dans nos process et de le mettre complètement en place. J'ai cru quand j'ai vu ta dernière campagne, tu sais, avec les grands Mikado, tout ça, je me suis dit putain, il a fait de l'IA. Pas du tout. Après, j'ai vu une vidéo process et non, vous l'avez fait en vrai. On l'a fait en vrai. Mais ça, typiquement, typiquement, c'est des choses qui seraient faisaient. Ça rend pas la même chose pour l'instant. On n'arrive pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas réussi à craquer le truc pour que ça soit suffisamment qualitatif et suffisamment désirable pour créer vraiment le truc qui soit comme on veut, etc. Donc c'est en cours. Un truc qui est très intéressant qu'on est en train de mettre en place, c'est pour les vestes sous bac où on fait des photos pack shot, donc juste du produit. Et comme on sort 2 produits par semaine, on a pas mal de produits sortis. Et donc il y a toute la question de réussir à shooter tous ces produits-là. Ça prend un temps fou, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc on est en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour justement aller prendre une photo juste de la matière et aller l'appliquer sur la veste de travail. Du coup, ce qui permettrait d'éviter de prendre toutes les vestes de travail en photo, mais juste simplement aller mettre la matière sur ce produit-là. Parce que vous avez des basiques que vous ressortez en matières différentes, c'est ça. Chez Soubac, on a globalement, on n'a pas beaucoup de produits différents. On a 5-6 produits différents. Donc, veste de travail, le manteau, les trench, pantalons, chemises et blazer.
et par contre on les décline à l'infini. Donc on les décline donc depuis qu'on a lancé des vestes de travail, ce qui était notre premier produit qui est le best-seller, qui est une petite veste assez sympa. On peut l'avoir en tweed, dans des matières exceptionnelles qui viennent des maisons de luxe. C'est que des tissus d'exception, en édition limitée. Et donc on en a sorti, je crois, 300, un truc comme ça depuis le début. Donc c'est des quantités énormes qu'on a dû toutes shooter une par une pour avoir des photos qui rendent bien. Travail Et de là, malade. l'idée, c'est de prendre juste la matière en photo et ensuite l'intégrer sur le produit. Et puis après, en fait, on peut aller... C'est en cours de C'est travail. en cours de travail pour que ça rentre bien dans le process. On a réussi donc sur quelques produits. Il y a des petits problèmes sur certains tissus. Non, mais c'est un C'est bon le problème, projet, ça. mais c'est un bon projet qui est en cours. Ça prend beaucoup de temps. C'est le problème mais c'est un bon projet qui est en cours et qui nous ferait gagner pas mal d'argent. Donc voilà, c'est en Pour le cours. coup, je connais des gars dans l'IA qui arrivent plutôt pas mal, Ouais. qui m'ont fait voir des Bah, tests, écoute, avec tester, et qui le font très très bien, quoi. Bah écoute, je suis preneur de ça parce ouais, que Après, qu'on veuille payer ou pas un consultant externe, ça c'est pas la question, mais en tout cas, ça se fait, mais en tout cas, ça se marche. fait C'est bien que tu bosses dessus. Et nous, globalement, on n'est pas loin d'y arriver parce que enfin, on a déjà réussi on y arrive sur pas mal de matières, etc. Faut pas que la Il y a matière soit trop. Il y a quelques matières Ouais. qui font des trucs où c'est pas très cohérent, du coup ça se voit vraiment trop à l'image pour qu'on le produise, mais voilà, c'est un truc qui est en cours et c'est quelque chose qu'on aimerait bien. L'autre sujet, c'est ce que tu disais, les dernières campagnes de Vapepeak, Ouais. les photos où on voit positionner les produits, etc. C'est du packshot, donc est-ce que on arriverait à générer des images qui soient assez similaires? Pareil, ça petit appel à la communauté, à ta communauté. Moi, je suis preneur de projets comme ça. Pour l'instant, moi, avec mon expérience de geek, etc., j'ai pas encore craqué le truc et donc trouvé le bon sujet, mais c'est un truc qui serait assez révolutionnaire et qui serait assez intéressant. Ouais. Ouais, parce que pour le coup, tu as un univers qui s'y porte bien, ça peut fonctionner. Et c'est des Je sacs pense que qui tu peux. sont comme assez faciles à prendre en photo, etc. Donc s'ils s'y prêtent, ça reste assez facile. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Ouais, je pense même que avec ce qu'on appelle, je sais pas si tu as vu, ça s'appelle des LoRa. C'est vraiment des IA que tu vas entraîner spécialement pour toi sur ton produit et ainsi de suite. Et je pense qu'en ayant la bonne mécanique, tu peux réussir à reproduire tes produits, justement, Ouais. Tamaro. Et avoir des bons résultats. Ouais, Avec ouais. un peu de travail, on peut avoir des bons résultats. Ouais. Ouais, c'est Et clair. après, du coup, les mettre dans n'importe quel environnement, tout ça. Bah ouais. Sans dire que tu vas, encore une fois, parce qu'on va pas se fâcher avec des photographes ou quoi que ce soit, Non. sans dire que tu vas remplacer, mais peut-être qu'au lieu de générer un visuel tous les, je sais pas, tous les mois, je dis n'importe quoi, tu vas pouvoir générer 10 visuels par mois, tout en gardant un équilibre entre les deux types de génération. Ça peut exactement. être très utile, quoi. Toute la réflexion de tout ça, faut prendre un peu de recul parce que le but, c'est de dire, ok, en fait, c'est de réussir à rendre la mode durable désirable et de se dire, ok, comment je fais pour que le monde avance, etc. Le but, c'est encore une fois, c'est moins mais mieux. C'est de se dire, bah ouais, avec un photographe, je vais passer plus de temps sur des photos qui sont encore plus d'impact, qui sont encore plus fortes, qui nous représentent encore plus, parce que, en fait, toutes les photos qui sont entre guillemets scalables, où on arrive à en faire de manière très qualitative, etc., et qui restent désirables, etc., je puisse les faire par l'IA pour générer des photos qui sont encore plus travaillées avec un impact qui soit encore plus fort. On a toujours ce travail long et aussi très important. Ce travail long humain est aussi très important. C'est ça qui va permettre de faire des choses qui soient très qualitatives et très durables. Et c'est ça qui est assez essentiel. Et c'est ça la vertu de tout ça. C'est mettre l'IA au service de la durabilité dans tous les petits domaines qui existent. Ouais. Et on va pas rentrer dans le sujet maintenant, mais pour ceux qui pourraient penser que l'IA, c'est pas si durable que ça consomme tout ça, c'est vrai, mais il y a plein d'études qui montrent que finalement, faire déplacer toutes des personnes pour un shooting, machin, un truc, ou générer une image sur IA, c'est pas encore très clair, mais
ça va, il n'y a pas de grands écarts entre générer une image sur IA et faire déplacer toute une prod pour un shooting, quoi. Ouais, exactement. Le tout, c'est de rester, de se dire et de pas tomber dans le vice de ok, j'en produis 100 000 fois plus parce que c'est facile, j'ai juste à cliquer sur un bouton, etc. C'est de se dire ok, toujours garder cet esprit de dire la qualité, le durable, quelque chose de vrai, toujours sain, de pas de surconsommer ensuite les images pour asphyxier tout le monde non, c'est de continuer à rester vrai Ouais. et concret et humain, mais utiliser les outils qui existent pour justement améliorer ça et améliorer le monde. Le but, c'est d'améliorer le monde et pas de... C'est clair qu'il y a ce vice-là qu'il faut surveiller, qui est l'impact écologique de l'IA, etc., qui est l'impact de la surinformation, de la sur-image, de la etc., qui pourrait favoriser à être encore plus sur nos smartphones, etc. Et donc ça faut combattre aussi contre ça. Ouais. Vous êtes combien dans l'équipe Nous, on est sans l'IA? On est 4. Ok. 4 plus Léonard, qui est notre 4 bot. plus Léonard, ouais. Donc voilà, ok, Notre donc vous êtes bot. 5. Ok, super. Est-ce que tu as un autre projet sur lequel tu travailles avant que je passe à la suite, sur lequel que tu as envie d'aborder? Non, après, on n'a pas de. Enfin, ça, c'est C'est en déjà pas mal. production, c'est déjà, Non, mais c'est déjà pas mal. c'est déjà- On a ces choses-là. Ça prend du temps. Après, on est preneur Moi, je regarde tout ce qui se passe, etc. J'ai plein d'idées de potentiel de développement. Après, concrètement, les réussir à mettre en place, c'est des choses qui sont quand même autre chose. Là, on vient d'ouvrir une boutique à Paris, 7 rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement. Et tout de suite, plein d'idées de développement d'IA. Il n'y a pas un robot qui nous accueille quand on Il n'y a pas de robot Ok. qui arrive, ça reste le contact humain et c'est Ok. ça qu'on Ouais, cherche avec ouais. la boutique, mais d'aller réussir à identifier quel discours, comment s'améliorer aussi sur sa manière de présenter les produits en fonction de la personne qu'on a pour être encore plus personnalisé. Tu fais du training avec l'IA sur ça? Et donc, non, pour Non. l'instant, on ne fait pas, mais ça serait des choses qui seraient possibles. Bon, c'est des idées comme ça, mais c'est des choses qui seraient possibles. Bah, c'est Louis Vuitton qui parle de vendeur augmenté, avec l'idée que chaque vendeur ait une IA dans la poche, pour leur smartphone, et que l'IA puisse créer un parcours personnalisé pour chaque client qui rentre dans la boutique, et donc dire, bah voilà, ce qu'ils ont acheté la dernière fois, voilà ce que tu peux leur proposer, voici en fonction du temps. Enfin voilà, que l'IA soit un petit assistant dans la poche pour mieux gérer ses ventes, quoi. Ouais, et pour créer l'expérience. Et pour créer une expérience et créer encore quelque chose humainement qui est fort, qui est un contact humain, et puis créer vraiment cette expérience et ces émotions qui sont encore plus fortes. Ouais. Ok. On arrive au moment où je te pose 10 questions, ok, où tu as le droit juste de répondre par oui ou non. Mais juste avant, je vais m'adresser directement à la caméra. On est bientôt, enfin ça arrive, on arrive sur Noël. En tout cas, quand on va diffuser l'épisode, ça sera juste avant Noël. Et si vous voulez me faire un petit cadeau, vous pouvez me faire un petit like tout de suite, un petit follow, et puis même s'inscrire à la newsletter le lien sera dans la description. Ça me fera un super beau cadeau. Parce que si vous êtes encore là en ce moment en train d'écouter, c'est que ça va, normalement vous avez bien aimé. Donc pour avoir les suivants, s'abonner, ça peut être pas mal. Allez, on passe à la série des questions. C'est parti. Ok. Bon, oui ou non? Faut que tu y arrives, hein. Et puis J'ai la pression. À la fin, on peut revenir sur une question si tu veux. Peut-on dire qu'un produit est made in France s'il a été en partie créé avec une IA américaine? S'il est fabriqué en France, oui. Ok. L'IA peut-elle aider la France à relocaliser ses savoir-faire artisanaux? Oui. Ouais. Est-ce que l'IA va remplacer les créatifs dans les maisons? Les DA, les créatifs? Non. Est-ce que les marques qui n'ont pas intégré l'IA sont déjà en retard? Oui. Ça dépend les domaines, mais oui. Les domaines d'activité. C'est certain. Je pense à nos ateliers, ils sont pas encore en retard. Ok, tu penses qu'ils ont encore le... Ils peuvent encore prendre le créneau, okay. largement. Mais les marques sont déjà en retard s'il n'y a pas déjà. Ok, compris. Ouais, ça dépend l'endroit sur la supply chain où on se trouve. Ok. Doit-on systématiquement prévenir le client quand l'IA a participé à une production, par exemple un vêtement, un contenu visuel, vos prochains si vous... Non.
Est-ce que les prochains big influenceurs seront des IA? Non. Est-ce que l'intervention de l'IA dans un process de fabrication ruine l'aspect artisanal? Non. C'est une question que je trouve intéressante, mais on pourra y revenir. Mais pourrais-tu passer une semaine sans IA? Oui. Oui, même, oui. ok. C'est bien. J'aime bien la déconnexion, donc je favorise alors le pardon. fait de... Alors attends, je repose ma question. Non, mais c'est intéressant que tu le vois comme ça. Je repose ma question. Pourrais-tu passer une semaine de travail sans IA? Voilà, c'est quoi ma question dans le fond? Non. J'ai Ça laissé serait la faire galère. dire non. Ça serait la galère. Ouais. Est-ce que sans l'IA, ta marque serait totalement différente actuellement? Est-ce que sans l'IA... Sans l'arrivée de l'IA, donc il y a 2 ans, Oui, on a elle commencé serait à complètement intégrer. différente. Ouais. Ouais. Et même question, mais est-ce que sans l'IA, ta vie serait totalement différente actuellement? Oui, elle serait différente. D'une certaine manière, parce que dans mon travail c'est différent et parce que le monde serait différent, etc. Pas intrinsèquement, ma vie serait quand même... Du coup, ça me vient une question. Est-ce que tu penses que t'en serais pas à ce point-là où t'es? Parce que quand on ouvre une boutique, pour moi, c'est une réussite déjà. Est-ce que tu aurais peut-être réussi moins vite? Ou est-ce que l'IA était anecdotique dans ce parcours-là jusqu'à maintenant? Ou est-ce que vraiment tu te dis, putain, ouais, l'IA, elle m'a vraiment poussé là? L'IA et je dirais plus globalement l'automatisation, toutes les data, etc., tous ces processus-là d'automatisation, j'en serais pas là si j'avais pas ça, parce que Made in France c'est un combat, donc il faut ces outils pour réussir à aller un petit peu plus vite que la concurrence pour combler ce coût dans le Made in France. Donc là, ce que pas tu dis, l'IA spécifiquement, mais je dirais la big data, toutes les données, etc. Ouais. Couplé à de l'automatisation pour te faire gagner du temps, et maintenant avec de l'IA pour te faire gagner aussi en qualité d'analyse, de data, tout ça. Oui, clairement. Mais surtout, dans 5 ans, il fallait fallait intégrer ça déjà il y a quelques... là, maintenant... D'où ma question tout à l'heure sur les marques. Pour exister plus tard, parce qu'on le voit, on prend du retard rapidement. Voilà, mais c'était ma question. Tu vois, est-ce qu'on est déjà en retard, oui ou non, si on n'a pas mis en place? Pour les sur marques, la partie marque, ce que tu disais, c'est que si tu l'as pas fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, continue à pas le faire et tu as 5 ans de retard parce qu'il faut 5 ans d'accumulation de data, de compréhension de comment tu peux faire. Et de mise en place de process, etc. De mise en place de process. Ouais. Écoute, est-ce que... donc tu nous as donné l'adresse de ta boutique, si on veut venir te voir. Dans le 6e arrondissement. Voilà. Venez nous voir nombreux, on vous accueille avec grand plaisir. Et puis après, sur le site internet, valetpic.fr, soubac.com et bleublancruche.fr. Génial. Il faudrait que je refasse une commande de bleu blanc ruche. J'en avais fait à l'époque où... Alors, tu n'y étais pas, je pense, encore. Mais là, il faudrait que j'en refasse une. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, d'être venu nous partager tes tips très concrets, du coup. Pour le coup, c'est vachement intéressant. Et voilà. Merci à toi pour ton accueil. Si on veut te contacter aussi sur LinkedIn, c'est possible? Sur LinkedIn ou par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. On affichera comme d'habitude le mail sous la vidéo. Ouais. C'était vraiment un plaisir de te revoir après toutes ces années. Oui, complètement. Un grand merci pour ton accueil. À bientôt. À bientôt, ciao. Salut.